envie de respirer, c'est tout. J'ai été complètement cuit, et on était tous les deux sur le dos, les jambes entrecroisées, parce qu'on est chacun tombé de notre côté, on était complètement au bout du rouleau. Puis après, il y a tous les potes qui sont venus me chercher, et puis ils ont essayé de me jeter en l'air, et là, je pensais même pas que j'étais champion du monde, rien du tout, j'ai essayé de respirer, c'est tout ce que j'essayais de faire. Donc j'étais arrivé au bout de la fatigue. Quand t'en peux plus, tu te dis putain, il faut que ça s'arrête, quoi. Puis tu dis non, quand même pas, quoi, parce que tu t'accroches, quoi. Mais c'est vrai que t'arrives vraiment au bout d'un système, quoi. Et c'est vraiment c'est un souvenir de souffrance que j'ai eu, mais souffrance énorme. Avant tout, c'est ça, quoi. Quand l'arbitre m'a demandé de remettre ma ceinture, donc quand je me suis relevé, j'arrivais même plus à lever les bras pour faire ma ceinture. Donc, si tu veux, j'avais des problèmes autres que celui de penser à la victoire. Simplement, le problème de refaire mon de ceinture. Et c'est l'arbitre qui est venu, si je me souviens bien, qui est venu m'aider à le faire. J'ai dit à mon père, moi, quand j'étais à l'école, j'ai dit, bon, comme j'étais pas souvent à l'école, et donc ça l'inquiétait un peu, et donc je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je serai champion du monde. Mais j'ai jamais pensé que je serais champion du monde, hein. Donc c'était une boutade. Donc il avait mis d'ailleurs une bouteille de champagne, il a dit, bah, tu es millésimé, il m'a dit, bah, on la boira quand tu seras champion du monde. Donc, et il l'a sorti. Bon, lui non plus n'y croyait pas, hein, je pense. Parce que c'était pour nous pratiquement impossible de battre un Japonais, on n'y croyait pas, quoi. Donc c'était jamais arrivé, quoi. Enfin, battre le numéro 1 japonais, c'était pas possible. Donc dans ta catégorie. Moi je l'imaginais pas en tous les cas. Et il y avait Peter Hermann qui avait peur que je me déconcentre, donc qui était mon entraîneur, et puis qui sans arrêt me disait mais tu vas gagner, qui m'a remonté la pendule, quoi, en permanence. Puis il y a déjà Jean-François Renaud qui m'avait demandé s'il pouvait rester dans le vestiaire pendant que pendant c'était je crois 2-3 heures, quoi, 3 heures je crois, ou 4 heures, je me rappelle plus bien, pendant ces 4 heures donc, dans lesquelles j'attendais pour la finale. Et donc Jean-François Renaud était dans un coin, je lui dis si tu m'emmerdes, je te jette dehors la première fois que tu dis un mot. Donc il est resté dans un coin et puis il a noté tout ce qui se passait. Et en plus il a fait un livre, il a fait une biographie, et puis en plus il raconte ces moments-là. Finalement, je me suis dit, putain, si je suis là, pourquoi j'irai pas jusqu'au bout, quoi. On va mettre tout ce qu'il faut. Bon, il y avait un combat de 10 minutes à faire, si je me souviens bien, je crois que c'était 10 minutes, ouais. Et voilà, donc ça s'est fait. Bon, il m'a marqué, je l'ai marqué, on s'est remarqué, il me prend en immobilisation, je sors. C'était un Sergio Leone, quoi, qui s'est passé. Voilà, pas très beau combat, mais voilà, on a levé la main de mon côté à la fin, et voilà. Ça a changé le regard des autres déjà, et quand il y a le regard des autres qui change, c'est pas qu'on change, mais c'est que les circonstances changent. Donc on n'a pas forcément la même attitude. Ça c'est certain. Ouais, je crois que je suis devenu plus fort le jour où j'ai gagné. Je crois que je suis devenu plus fort parce que beaucoup plus serein. Et d'ailleurs, bon, il y avait notre président de la commission de sélection qui était le docteur Bécard, qui m'a dit ouais, pourquoi tu veux passer en lourd? Je lui dis parce que j'aime pas être 2 fois la même chose. Je voudrais être champion du monde poids lourd, quoi. C'est parce que d'être 2 fois champion du monde mi-lourd, pourquoi? J'aime bien un challenge. Il m'a dit t'as tort, etc. Bon, il avait certainement raison d'ailleurs, parce que j'ai jamais été champion du monde. J'ai été vice-champion du monde poids lourd, mais pas premier au championnat du monde poids lourd. Voilà. Mais donc ça, c'est aussi l'envie qu'on peut avoir, et c'est se lancer des défis en permanence. Et donc au championnat du monde en 79, je me rends compte que Yamashita, je ne pourrais pas le battre, quoi. Et les Jeux Olympiques, c'est en 80, c'est 6 mois après. Et là, je me dis, bon, il va falloir que je redescende en mi-lourd. Sinon je pourrais pas, quoi. Parce que je voulais être avant champion olympique, parce que le reste c'est pas très important. Ce qu'on vise, c'est ce qui est mieux, quoi. Le reste on s'en fout, quoi. Et donc, alors là, je vais voir Pierre Guichard. Et Pierre Guichard, donc étant donné quand même la catégorie c'est un peu fourni, quoi, parce qu'il y avait Roger Vachon, mais il y avait aussi Angelo Parisi. Donc quand moi j'étais poids lourd, Angelo était mi-lourd avec Roger. Et donc il me dit il faut que tu battes les deux qui y sont, quoi. Mais je lui dis, mais je suis champion du monde mi-lourd et je suis vice-champion du monde poids lourd. Ah, il dit, mais non,
Eh ben, je lui dis, Pierre, je lui dis, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je te le ferai savoir un jour. Et là, je dis rien à personne, et je perds mon poids. Donc je redescends, et bon, moi j'étais champion du monde en 93, mais c'était passé à 95, donc là, bon, je redescends, mais je redescends à 93 quand même, puisque j'ai voulu avoir de la marge pour pouvoir regrossir un peu. Et donc je redescends à 93, mais je le dis à personne. Donc je m'entraîne, et là j'arrive au championnat de France. Je dis, mais non, vous êtes trompé, je suis mi-lourd. Alors il ne s'était pas trompé du tout, il dit non, il faut m'inscrire en mi-lourd, c'est mi-lourd que je suis. Et donc on m'inscrit en mi-lourd. Et là, pourquoi je vous l'ai fait, je ne l'ai pas dit aussi, c'est parce que je me suis dit, tiens, on ne sait jamais, comme il va y avoir des places pour les Jeux Olympiques, si moi je change de catégorie de poids, peut-être que les autres ils vont changer, et si je change d'idée, je ne pourrais pas retourner en poids lourd. Donc là, au moins, c'était clair. J'ai rencontré Roger et Angelo, voilà, donc au championnat de France. Voilà, et donc et j'ai gagné, bon, avec beaucoup de mal, Roger en particulier. Angelo, donc il a fait une faute, donc lui, donc c'était plus facile. J'étais champion d'Europe, juste avant. Mais par contre, c'était pendant le boycott des Jeux. Et moi, c'était en janvier, j'ai appris qu'il y avait le boycott. Et avec un copain qui s'appelle Patrick Abada, on a lancé un collectif d'athlètes de haut niveau contre le boycott, contre Valéry Giscard d'Estaing. Et donc on a mené plein de campagnes, etc. D'ailleurs j'étais le premier étonné. Mais c'est vrai qu'on avait été un peu pris en otage par certains partis politiques qui étaient très intéressés pour ce qu'on aille en Russie. Donc je ne dirais pas le nom, mais et ils nous ont beaucoup aidés. Mais on le savait. Mais ça allait dans notre sens, donc on s'est laissé faire. Donc, ça nous a donné, pas des moyens, mais tout au moins de la communication. Et on a été vraiment très efficace. On n'a pas participé en tant que France aux Jeux de Moscou, mais en tant que comité olympique français, ce qui revient au même. Donc on n'avait pas l'hymne, mais on avait le drapeau du CNSF et du comité olympique. Et je crois que c'était l'hymne olympique aussi, je me souviens plus, là je me souviens plus bien par contre. Et là par contre je me blesse au championnat d'Europe. Et voilà, donc je me blesse au cervical, enfin je me blesse parce que Lorenz me prend, enfin j'étais sur le côté, il m'avait pris en clé de bras. Et puis bon, je déroule dehors pour avoir maté, et puis je reviens. Mais le temps que je déroule, machin, donc ça m'a un peu, comme j'étais déjà pas mal blessé au cervical, ça m'a un peu trop tiré, quoi. Et puis petit à petit, ça s'est dégradé. Et le matin des Jeux Olympiques, j'avais un bras qui était en vrac, et un peu paralysé, quoi. Donc ça gêne. Bon, mon médecin de l'époque, donc Jean-Claude Brani, je lui dis mais ça va empirer, mais ça fait drôle quand même quand on a un bras c'était pas tout le bras, c'était que le triceps qui marchait pas bien. Et donc il me dit tu peux y aller, ça ne risque pas d'empirer. Bon alors j'y suis allé, j'ai combattu avec un bras comme ça. Donc d'ailleurs, si vous regardez les combats, vous verrez, je mets la tête, parce que je ne pouvais pas pousser. Donc je mettais la tête pour pousser avec Vandeval, donc au lieu de mettre Donc voilà, je suis pour 7e, je crois, aux Jeux Olympiques. C'est bien de ne pas réussir tout, parce que sinon on a la grosse tête. Non. Je vais te dire, j'aime pas perdre. Alors c'est surtout ça, quoi. Voilà, donc... et puis ça, c'est plus fort que tout, quoi. Et puis c'était en 61, et puis comme moi j'étais en énergie atomique, la cité de l'énergie atomique, puis il y a un ami de mon père qui dit on ferait bien un club de judo, dans les bâtiments dans lesquels j'étais, donc dans l'énergie atomique. Et il faut savoir aussi que c'était j'ai appris très longtemps après que Bonnet-Maury, il travaillait à l'endroit où je suis né, à Fontenay-aux-Roses. C'est un chercheur, c'est celui d'ailleurs qui est maintenant chercheur et patron du Génopôle, qui m'avait envoyé un document comme ça, qui m'a dit il y avait M. Bonnet-Maury qui travaillait à Fontenay-aux-Roses, sur le médical nucléaire. Et moi, mon père travaillait à Fontenay-aux-Roses aussi, mais sur les piles. Et moi, j'habitais dans la pile. Donc j'habitais à 50 mètres de la pile atomique. Et j'ai appris ça. Ça m'a surpris, mais ça voulait dire aussi que comme Marie Curie, comme les milieux scientifiques faisaient beaucoup de judo, et c'est pour ça que j'étais très étonné, on a créé un club de judo, et il y a eu plein de ceintures vertes, oranges, bleues, qui sont arrivées immédiatement, quoi. Et il y en avait beaucoup qui faisaient, dans le monde scientifique, qui faisaient du judo, et qui, comme ils en avaient fait ailleurs, comme il y avait la cité du CEA, ils sont venus naturellement là, et donc on avait plein d'adultes, et c'était qu'un cours adulte. Et moi j'y suis allé, j'avais 13 ans,
j'ai eu la chance d'avoir un professeur de judo qui m'a écouté. Donc il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, et puis comme bon, il n'était pas forcément technicien en tout, il a eu l'intelligence de me mettre en contact avec des gens qui savaient faire. Et quand je lui ai dit, moi tiens, j'aimerais bien faire le Uchimata, bon, il m'a amené un gars qui faisait le Uchimata bien, et puis moi j'ai dit, j'aimerais bien travailler à droite, à gauche, et puis il y avait un judoka, un moins de 70 kilos, qui s'appelait Gaillou. Et donc il travaillait à droite, à gauche, et il m'a dit tiens, je connais bien, donc on a été le voir à Coubertin, donc, et puis il s'est mis dans un coin, moi j'étais en kimono, lui était en civil, et donc il m'a fait voir comment il faisait, il tenait le revers, il faisait comme ça, etc. Donc ça m'a intéressé, et puis après j'ai travaillé au club avec mon prof, et puis voilà, donc j'ai travaillé à droite, à gauche, parce que c'est ma professeure d'histoire qui m'a fait construire mon judo. Elle m'avait dit, donc, c'était sur Napoléon. Elle disait, Napoléon, donc, il attaquait avec des armes auxquelles on ne s'attendait pas, du côté où on ne l'attendait pas, et quand on ne l'attendait pas. C'est-à-dire que tout a été inattendu. Je dis, ben, combat, pour gagner, je vais essayer de faire pareil, je vais faire que des choses inattendues. Donc je vais sonaguer parce que je suis grand, donc bien sûr. Donc tout ce que j'ai fait, donc j'attaque à droite, mais je peux attaquer à gauche. J'ai construit mon judo comme ça. Donc en essayant de surprendre. D'ailleurs, Jean-Paul Coche me disait comment veux-tu que Jean-Luc en sache ce qu'il va faire? Lui-même, il ne le sait pas. Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai parce que quand j'attaquais, je déclenchais des choses et puis après, j'essayais d'aller dans tout ce qui se présentait, quoi. Donc, je déclenchais et j'essayais de me servir de ce que j'avais déclenché. Et je savais, quand j'ai commencé, j'avais plusieurs possibilités. J'ai toujours eu plein de possibilités de faire plein de choses. Et donc, c'est vrai que j'étais assez inquiétant, quoi, pour un adversaire. Sauf, bon, des fois, on a des sourceaux d'orgueil, les choses m'arrivent comme ça. Donc, je savais que Jean-Paul Coche travaillait quand j'attaquais au Sogari pour me faire Ippon Salgué. Je le savais, bien sûr, tous mes potes me l'avaient dit, il travaille ça au Racing et tout, tu vas voir. Et ben moi, j'en ai rien à faire, il travaille pour me contrer, mais mon Osotogari, il est plus fort qu'en Salgué, et j'ai attaqué quand même, voilà. Et j'ai perdu. Et j'ai perdu. En 61, je regardais la télé, en noir et blanc, un petit écran comme ça, avec une grosse télé qui faisait 1,50 m de haut. et donc j'ai regardé Léon Zitrone qui commentait les championnats du monde avec Anton Gessing. Et puis Anton Gessing, donc j'avais un peu entendu parler bien sûr du judo jiu-jitsu, on en parle un petit peu, parce que c'était un peu à l'époque peut-être pas tout à fait du japonisme, mais tout au moins ça avait eu lieu avant. Et ça, c'était quelque chose qui était un peu surnaturel pour nous. Et puis quand j'ai vu ce combat, et puis en plus c'était pas celui qu'on attendait, c'était un Européen qui gagnait contre un Japonais, donc c'était extraordinaire. Et puis donc en plus commenté par Léon Zitrone qui connaissait rien, mais qui le disait bien. Donc ça m'a plu. Moi, Jean-Paul Coche, c'est le premier que j'ai vu, c'est Jean-Paul Coche. Jean-Paul Coche, il y avait un stage à Beauvallon, je sais pas, je devais avoir 15 ans. On était parti au stage de Beauvallon, et puis moi j'aimais bien nager. Donc il devait être 7 h du matin, il y avait un gars en maillot jaune, un petit maillot de bain jaune, une armoire à glace. Donc puis je voyais, il voulait se baigner, et puis moi il m'a regardé, on se connaissait pas, et puis voilà, on a fait la course. Alors, avec Jean-Paul, on ne se rappelle plus qui a gagné. Bon, je sais qu'il a perdu certainement, mais il dit pareil. Donc, et puis on s'est connus comme ça. Et puis après, on est parti avec plusieurs, des équipes au Japon, on est parti au Mexique, on est parti. Et puis on a une équipe qui s'est soudée. Et puis je dirais, on a vécu en famille, simplement. Et puis tous, on s'est tous aidés. Moi, donc, Yalou et Jean-Jacques, je leur ai piqué leur Yoko Tomenage. Il y en a donc aussi, on s'est inspirés les uns des autres. La pince de crabe, elle sort quand je faisais les compétitions des Galeries de Lafayette, ou des grands magasins. Alors, parce qu'il y avait, dans pratiquement tous les grands magasins de Paris, il y avait des clubs de sport. Il y avait 6 grands, c'était Clément, il y avait les Galeries Lafayette. Moi, j'étais au printemps, puisque mon professeur de judo, il était à la SCA, mais aussi au printemps. Donc, moi, je représentais le club du printemps. Et donc, ça se faisait dans les entrepôts. Hein. Donc, le club de judo du printemps, il était rue Pigalle.
dans les entrepôts, sous les toits. Donc celui des Galeries Lafayette, c'était aussi dans les entrepôts, et donc c'était un tapis en U, enfin en U, en L plutôt, en L, donc, et il y avait les monts de charge au milieu, donc on faisait des compétitions là. Et là, eh ben, j'ai vu pour la première fois Camille Bazami, on ne l'avait jamais fait voir, et il y a un gars qui le faisait excessivement bien. Et mon prof, je lui ai dit, hey, tu peux lui demander comment il fait et tout. Mon prof, il m'a fait voir, et puis voilà, il m'a fait ça. Donc, et moi, ça m'a servi énormément. Parce que c'est à l'époque où les Russes arrivaient, et ils faisaient tout sur Ranagé, alors donc des contres, ils contraient sans arrêt. Et puis moi, donc simplement, j'attaquais à gauche devant, et puis quand ils commencent à contrer, je mettais l'autre jambe derrière. Alors c'est eux-mêmes qui se jetaient sur la tête, quoi. Et donc ce qui fait que ça marchait pas forcément toujours, mais par contre, ils faisaient très attention quand ils faisaient Ranagé. Donc ce qui fait que c'était plus pour les empêcher de faire Ranagé, donc de se mettre en position, que pour faire moi-même donc pince de crabe. Il faut bien en faire une de temps en temps pour qu'ils se souviennent quand même. J'ai pas fait trop de blessés, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin 3 ou 4 quand même, mais pas plus. Je crois que ça a révélé des caractères, je crois, avant tout, les stages au Japon. Il y a ceux qu'on supportait et ceux qui n'ont pas supporté. Ceux qui n'ont pas supporté, bon, ils n'ont pas été champions, et ceux qui ont supporté, ça les a rendus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. Et ça a été l'ossature d'une équipe de France pendant 10 ans, quoi. Et je crois que le passage par la douleur, c'est un passage obligé quand on a un sport de combat. Et on ne sait pas que la machine corps, elle n'a pas de limite, quoi. Elle en a très peu. Et on peut toujours les repousser, quoi. On a toujours l'impression qu'on est au bout, mais on n'est jamais au bout. Et nous, on a été obligés d'y aller, quoi. Proche du bout, parce que je pense que le bout, on n'y est pas arrivé non plus, mais proche du bout, on a dû y arriver. Quand on voyait à chevaux, par exemple, comme ils étaient pas assez forts pour nous battre tous, et que ça les vexait, parce qu'en plus on y allait 15 jours par semaine, alors que dans les deux autres universités, on y allait 2 jours, ils étaient profondément vexés, donc ils choisissaient 1 ou 2 ou 3, et ils se faisaient massacrer. Et donc, bon, nous on regardait, savoir qui ça allait être. On était, bon, quand c'était pas nous, on était très contents. Bon, on plaignait un peu les copains, on essayait de les défendre, donc quand ça allait trop loin, mais ça a vraiment été, on a vraiment souffert. On était aussi à l'université, ça c'était Chouot, on était à l'université de Kano, et on allait aussi à Meiji. Alors là, les poids légers, ils ont souffert. Qu'est-ce qu'ils ont souffert? Bon, il y avait Kawaguchi qui était un poids léger, un peu protégé, et tous les autres, ils faisaient plus de 100 kilos, quoi. Tous, plus de 100 kilos. Et en plus, il y avait des protections murales, on se demandait, parce que c'était en bois. Alors, ça amortit bien le bois, surtout quand il y a des angles, des arêtes comme ça. Et c'est un espèce d'appartement où ils avaient enlevé les cloisons, dans lequel il y avait des tapis partout. C'est un peu surprenant comme dojo, et c'était vraiment, et puis l'entraînement il durait 3 heures et des poussières, donc c'était vraiment quelque chose de particulier. Puis après on allait à Waseda. Alors Waseda c'était les intellectuels, hein. C'était presque les vacances pour nous, donc à Waseda avec Osawa qui était l'enseignant, donc le sensei, et qui lui nous faisait aussi des cours techniques. Alors c'était presque les vacances. Bon, c'est la première université qu'on ait battue, c'était justement celle-là, de Waseda, bon, qui était en déclin à cette époque-là. Elle avait été très forte par le passé, et puis elle commençait à décliner. Puis après, on a découvert Tenri. Alors Tenri est l'horreur de Tenri. Les footings, Matsumoto qui, avec son vélo, courait derrière le footing, tapait sur celui qui était le dernier. Il y a toujours un dernier, donc toujours un qui prend un coup de bambou sur la tête. Les pompes, etc. Donc c'était vraiment une grande souffrance. Essayer de défendre sa peau. Quand on a remonté sur le tapis, il y avait du givre dessus des fois. Donc il y avait des serpillères. Pour pas qu'on glisse, on mettait des serpillères, mais les serpillères, elles gelaient régulièrement. Donc après, il fallait les mettre sous l'eau pour qu'on puisse agripper par terre sur les tapis en paille. Donc on a des souvenirs un peu sur... bon, c'est vrai que c'était excessivement dur, hein. Même, mais c'est un très bon souvenir. C'est un très très bon souvenir quand même. Très très bon. J'ai eu ma première bourse à 24 ans, je crois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc mes parents étaient, mon père étant chercheur, donc il avait de l'argent, donc on ne me donnait pas. Jean-Jacques Mounier, on est des deux qui n'avaient pas d'argent. C'était Jean-Jacques Mounier et c'était moi. Et donc on était, comme moi je ne demandais pas d'argent à mes parents, on était prof de judo. Par exemple, le mercredi, moi je commençais les cours de judo à 9h du matin.
9 h du matin, donc j'allais jusqu'à midi. Bon, en plus, comme on était une autre période, moi je faisais manger au restaurant les enfants, parce que donc les parents, parce que je les gardais pratiquement toute la journée des fois. Donc je les faisais manger, et l'après-midi je recommençais, j'avais des cours de judo je crois jusqu'à 5 h ou 6 h, et après j'allais au central m'entraîner. Je faisais 2 clubs différents par soirée, puisqu'avec mon professeur de judo, on s'était répartis. Donc moi, je faisais plutôt les adultes, enfin, on faisait pas tout à fait la même chose. Et on s'enchaînait, je restais en kimono d'un club à l'autre. Donc voilà, donc, pour gagner notre vie, voilà ce que j'ai fait. Puis aussi beaucoup de démonstrations. Donc je faisais, parce que j'avais même un contrat avec un journal, et je faisais partie d'une liste de champions de l'époque. C'est quand j'étais champion du monde. Et quand il y avait une fête de village, il y a le village qui disait moi j'ai un club de judo, on aimerait bien faire Jean-Luc Rouget, ou s'il y a un club d'athlétisme, etc. Donc les gens de l'époque, ou Abada, ou peu importe, des athlètes de mon époque. Et donc j'ai fait pas mal de démonstrations dans l'Est à cette époque-là, et payé par le journal, donc l'Est républicain. Et voilà comment gagner notre vie. Je vais dire, je sais pas, parce que j'en ai toujours fait. Et si j'en ai pas fait, je sais pas ce que j'aurais fait. Donc moi, c'est ma vie, quoi, simplement. Je peux pas dire ce que ça m'a apporté. Donc en tous les cas, je regarde autour de moi, les judokas, ils se reconnaissent, quoi, en général. Donc ils se reconnaissent parce qu'ils ont des valeurs, on réfléchit un peu de la même manière. On a envie d'avancer, on a quelque chose de commun, et donc ça, je pense que j'ai dû l'acquérir. Donc c'est pas inné, et donc je dois être comme eux, quoi. Donc accrocheur, envie de gagner, toujours insatisfait, toujours essayer de faire mieux. Voilà, donc ça, je pense que ça fait partie des valeurs des judokas. Je leur dirais, fais du judo, simplement. Fais du judo parce que ça forge pour une vie. Donc ça fait des gens qui ont envie de gagner, qui ont envie d'améliorer les choses, et des gens respectueux. Donc je crois que c'est une très 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 belle école de vie, le judo, avant tout. Et je crois que ça doit faire partie d'une éducation. Les Japonais l'ont mis en place pour leur éducation, et je crois qu'on est vraiment fait pour ça. Donc c'est un contact que l'on a avec un adversaire, c'est une communion parce qu'on a besoin du partenaire, ce sont des combats totaux, mais où on ne se blesse pas, puisque toutes les techniques qui sont dangereuses sont enlevées, et on peut aller vraiment au bout de soi-même. Donc c'est excessivement bon aussi au niveau du développement physique, mais également le judo est tellement divers qu'on garde sa personnalité. Je ne connais pas 2 judokas qui ont le même judo. Et on s'exprime, c'est son caractère qu'on exprime. Chacun des judokas qui est en équipe de France, il n'y en a pas 2 qui sont pareils. Ils ne se ressemblent pas du tout. Pas du tout. On est excessivement différents les uns des autres. On s'entendait excessivement bien, mais c'était surtout... ça amène les gens à leur meilleur, mais dans ce qu'ils sont vraiment. Ça ne les transforme pas. On ne clone pas les gens. On les fait s'exprimer dans leur qualité. Et je crois que le judo est particulièrement bien adapté à un système d'éducation français où on veut garder notre personnalité, on est assez indépendant, et je crois que c'est pour ça aussi peut-être que ça a plu en France. C'est vraiment un sport extraordinaire que je conseille à tous les enfants citoyens de la France et du monde.